Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Décoder pour apprendre, maîtriser le pseudocode. Et je suis aussi très content d'accueillir Jules Charme, notre formateur aujourd'hui, un maître des mathématiques. Alors, avant de lui passer le micro, eh ben, j'aimerais vous mentionner quelques consignes. La première, c'est que je veux vous mentionner que cette formation est enregistrée et que le tout, eh bien, sera mis sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore à utiliser votre micro. Et pendant que vous écoutez, par contre, pendant que vous écoutez, on vous demande de mettre votre micro en sourdine. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui finance cette formation aujourd'hui. Voilà. Eh bien, tout le monde, je vous souhaite une bonne formation. Et puis, Jules, eh bien, c'est à ton tour. Merci Louis, très, très chaleureux. Merci pour l'accueil. Je suis bien content d'être là. Écoute, tout le monde, aujourd'hui, on va plonger directement dans le sujet, le décoder pour apprendre. C'est souvent en codage, on s'inquiète beaucoup on plonge directement dans le codage, c'est ce que je veux dire. Donc, puis ce qui arrive, c'est on passe par-dessus comme une étape, je pense. C'est un peu comme quand on va écrire, hein, le processus d'écriture demande un brouillon, ben, d'abord même une idée, ensuite on développe un brouillon, on retravaille et finalement on le produit. Pour moi, le code, c'est le produit et puis le pseudocode ben, devient cette entremise entre les deux. Alors, plongeons là-dedans. S'il y a des questions, je vois la boîte du chat. On va travailler ensemble. On est un beau groupe aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas de lever la main, puis de pouvoir collaborer avec moi là, pour qu'on puisse voir tout ça. Et puis, le formulaire de présence, il est là. La présentation est là. À la fin, je vais vous donner aussi un formulaire de rétro. Allons-y, allons-y avec ceci. Je tiens à dire que c'est quand même une coprésentation avec l'AFEMO. Donc, l'AFEMO, 2 mini-conférences virtuelles par année, un beau site web rempli, tout ça, et des réseautages avec plein d'experts francophones. Merci à l'AFEMO de m'avoir c'est ça, d'être là. J'aime ça, la reconnaissance du territoire aussi. Pour moi, j'aime ça reconnaître le partage des Premières Nations de Atikamek, Anishinaabe et Wahnapitae First Nations dans ma région dans laquelle je travaille. Et j'aimerais ça vous donner la chance de pouvoir penser au territoire auquel vous partagez. Et je veux juste dire qu'ensemble, on va pouvoir se trouver dans tout ça. Commençons avec l'histoire. Alors, quelle est ton histoire? Moi, j'aimerais savoir, là, dans la boîte du chat ou même avec votre micro, on est un petit groupe quand même, ça peut se faire. Euh, Pseudocode, quelle est votre histoire avec le pseudocode? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça peut-être? Ou y a-t-il des expériences que vous avez vues? Ou un peu genre, j'ai aucune idée c'est quoi, je suis venu ici pour ça. J'aimerais savoir tâter le terrain un peu pour savoir où vous êtes, vous autres, dans ça. C'est quoi votre histoire face au pseudocode? Alors, je vous donne une petite 2 secondes là, pour y penser. Puis on va voir qu'est-ce que vous pouvez venir avec ça. Merci Jacqueline Gauthier. Aucune idée. Excellent. OK. Autre que de le voir dans le curriculum, peut-être. Je suis curieuse d'apprendre. Cool. OK. Merci Angela. Un autre Roxane ici, là, qui est débutante. Mes élèves connaissent plus que moi. LOL, oui. Oh, je connais le codage hors ligne, offline coding, mais je ne sais pas si c'est la même chose. Semblable, Stéphanie, semblable. On va essayer de démystifier ça pour toi.
Aucune idée, curieuse de savoir, nouveau pour moi. Je l'ai enseigné l'an passé, mais mes cours de programmation. OK. OK. Oui. Ah, bonjour Lisette. Hey, cool, une amie. Excellent. Oui. Fait que le pseudocode est important, surtout au secondaire, mais partout, en fait. Dès la première année, on va voir ça. J'ai découvert le pseudocode dans le test de mathématiques de Locke. Ouais. Tout d'un coup, on a comme oh, oh, j'ai pas enseigné ça, moi, là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je suis débutante. Je sais que que ça a rapport avec le codage, oui. Oui. OK, merci Sophie. Algorithme, Xavier, OK, algorithme, ça c'est intéressant. Pseudocode algorithme, on peut démystifier tout ça. Euh, François, je lis ton commentaire aussi. Il fallait écrire une liste d'instructions permettant d'aller d'un point à l'autre. Oui, OK, oui. Ce qui est une forme de pseudocode, tout à fait, exactement. Donc, on va explorer ça un peu. Boukari, j'ai aucune idée, surtout quand le préfixe vient s'y mêler. Ah, comme code, comme pseudo. Qu'est-ce que pseudo veut dire? Ah. Et les étapes à suivre, merci Annie, pour arriver à des résultats. Ouais, OK. Codage par bloc. OK, ça c'est un peu, on a toutes sortes de belles idées ici des gens qui en ont fait un peu, jusqu'à des gens au secondaire même. Les idées d'algorithmes, de codage par bloc, toutes ces choses-là viennent un peu confondre les choses un peu. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir élucider le pseudocode puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. D'accord? Donc, je vais expliquer pour moi ce que c'est le pseudocode. Le pseudocode, c'est une méthode. Hein. C'est une méthode pour décrire des algorithmes. Là, le lien entre algorithme puis pseudocode ici. Donc, un algorithme, c'est une série de codes, si tu veux, pour développer un raisonnement. Par exemple, on peut avoir un algorithme pour multiplier pour diviser, par exemple, un nombre entier par une fraction. Right? L'algorithme, c'est tu multiplies la réciproque. Ça, c'est l'algorithme. Donc, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un algorithme. On le fait, puis là, on le passe. Ou si on veut, par exemple, résoudre une équation, on a un algorithme qu'on fait. Donc, ce qu'on fait d'un bord, on le fait de l'autre, etc. Et puis, on descend, puis on suit les étapes sans trop se poser des questions. Donc, le pseudocode vient décrire cet algorithme-là, puis en utilisant un langage simple et structuré, compréhensible par l'humain. D'accord? Donc, ça commence toujours avec une idée. OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire avec mon code, si tu veux, à la fin, là? Ça commence avec une idée, ça termine avec du code, soit du code en bloc ici, mais ça peut être n'importe quelle sorte de code. Mais le pseudocode, il est dans le milieu des deux. Donc, le pseudocode nous permet d'écrire des étapes faciles à lire et à écrire. Et puis aussi, ça peut être utile pour la planification et le débogage. Donc, ça nous donne des idées de code, mais ça transmet notre idée en langage algorithmique, si tu veux, pour qu'on puisse se rendre au code. Par exemple, voici un pseudocode pour faire un sandwich. D'accord? Donc, prendre deux tranches de pain, hein, étaler du beurre sur une tranche, ensuite ajouter une tranche de jambon. Mettons, notre sandwich est pas mal simple, là, et mettre la seconde tranche de pain sur le dessus. Ça pourrait être considéré un pseudocode pour faire une sandwich. Mais vous avez vu qu'on a décomposé une tâche comme ça en étapes claires et structurées, comme une marche à suivre, Roxane, tout à fait. OK? C'est des étapes qui sont claires et structurées. Right? On ne va pas mettre la tranche de jambon avant de prendre deux tranches de pain. Right? Donc, il y a comme un ordre. C'est un ordre précis. Mais des fois, dans notre pseudocode, c'est là où on réalise, attends une seconde, j'ai peut-être pas trop divisé mes choses. Fait que moi, j'ai fait ici là, quelque chose de très simple, mais j'aimerais ça vous demander, là, quelle étape mérite plus de précision? Là? Pensez-y, là, si vous étiez un robot, là, puis vous êtes en train, là, vous avez vos mains, puis tout ça, puis vous voulez faire une sandwich, puis l'humain qui a programmé ça, il dit, prends deux tranches de pain,
Puis étale du beurre sur une tranche, ajoute une tranche de jambon, puis mettre la seconde tranche sur le dessus. Étaler du beurre, ouais, sur une tranche. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis, si jamais vous voulez jouer avec vos élèves, là, surtout même jusqu'en neuvième année, là, c'est tellement drôle. Demande-leur, là, comme toi, tu agis comme le robot. Puis là, tu dis, OK, tu sais, je veux dire, donne-moi comment faire un sandwich. Là, tu mets les deux tranches de pain. Surtout, étaler du beurre, c'est vraiment drôle. Parce que là, tu vas leur demander, je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, mets du beurre sur le. OK. Fait que là, souvent, moi, ce que je fais, je prends mon beurre, je mets ma main dedans, puis je mets du beurre sur le. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, oh, prends le couteau. OK. Mets-les dans le beurre. OK. Là, je prends le couteau, mais je le mets dans le sens inverse. Je mets la manche, puis je la mets dans le beurre. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Et là, on réalise, OK, wow, wow, étaler du beurre sur une tranche, il y a comme beaucoup de petites étapes que je pourrais faire. En fait, si on pense à du codage, ça, c'est souvent comme un sous-programme serait étaler du beurre. Puis dans ce sous-programme-là, on pourrait mettre plein de petites choses, genre prendre le couteau par la manche, prendre le couteau, mets-le dans le beurre, ramasse-le, tu sais, et là, on commence à décortiquer. Puis oui, les élèves adorent décortiquer des étapes comme ça parce que ça leur fait rire un peu là, la poignée dans le beurre, puis tout ça, puis en tout cas. Et on commence à réaliser, oh, il y a des étapes qui sont comme sous-entendues, mais qu'il faut préciser. Je dirais même prendre deux tranches de pain aussi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut les mettre de côté, en tout cas. Donc, c'est un exemple ludique, mais très, très, très puissant pour développer cette idée-là. Donc, souvent, ce que j'aime faire, c'est choisir une activité quotidienne. Ensuite, écrire un pseudocode détaillé pour cette activité-là, puis travailler en petits groupes pour discuter afin d'affiner votre pseudocode, par exemple. Donc, on avance. En première année, l'évolution, il y a quand même une évolution du pseudocode qui se passe de la première à la neuvième année. Si vous regardez dans les appuis pédagogiques de votre curriculum, de la première à la neuvième année, vous allez voir souvent du pseudocode. Un, pardon, parce que le curriculum ne peut pas préconiser un système de codage autre que le pseudocode, mais aussi c'est une étape très, très, très importante dans le développement du code. OK? Donc, par exemple, un pseudocode peut être très simple comme celui-là en première année, un vers le haut, un vers la gauche, deux vers la droite, la haute, deux vers la droite, etc., pour faire un déplacement. OK? Puis là, on pourrait dire, ben, où est-ce que je vais finir avec tout ça? T'sais, ou peut-être j'ai une boîte, on peut utiliser même le plancher dans notre salle de classe, puis une petite tuile, puis je vais me rendre là, mais je mets des choses dans le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut que je fasse trois tuiles comme ça, une tuile comme ça, puis on décortique les mouvements. Ça, en première année, ça va très, très bien. J'évolue ici, là, je saute un peu la douzième, mais la deuxième, on avance quand même. En troisième année, on voit un peu un pseudocode comme ceci aussi. Donc, ça a l'air un peu comme du codage bloqué, mais c'est avec du texte, puis on peut dire, OK, je vais régler la valeur à zéro. Fait que je commence à zéro. J'ajoute 2 à la valeur, puis ensuite, je donne la valeur obtenue, puis je le répète 10 fois. Donc, intéressant. Donc, qu'est-ce que ce pseudocode-là est en train de faire? Ben, ça veut dire que je vais prendre zéro, je vais ajouter 2, puis ensuite, je vais en faire 2 plus 2. Alors, quel concept mathématique on est en train d'explorer avec ce pseudocode-là, vous pensez? Je vous laisse le voir là, un peu. Oui, certainement, on pourrait voir les suites, l'algèbre. Nicolas, moi, dans ma tête, je voyais de la multiplication. Mais euh, dans quel sens la multiplication? Stéphanie, oui, moi aussi, je vois un déplacement répété d'une même valeur, hein, par exemple. Oui, right, Nicolas, là, on est en train de prendre le concept de la multiplication avec l'addition répétée.
Et donc, on a un beau pseudocode ici et c'est fantastique. Donc, on pourrait même juste prendre le pseudocode puis l'exécuter physiquement, nous, comme enseignants ou comme un autre élève, pour voir si ça fonctionne. Donc là, j'écris sur une page, je mets la valeur à 0, OK, j'ajoute 2. OK, 2 plus 0, c'est 2. Ensuite, je recontinue, OK, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, parce que c'est ajouté, puis là, je vois ce qui se passe. Donc, on pourrait explorer ça aussi sans faire du codage. C'est un peu l'avantage du pseudocode, c'est qu'on peut ne pas, on n'a pas besoin d'aller dans une plateforme de codage. OK. Et voici en sixième année, ça se complique un peu plus, mais ça ici, c'est sorti directement du curriculum aussi, là, des appuis pédagogiques. Je vous laisse le lire un peu, puis dites-moi, c'est quoi le principe mathématique que l'on fait dans ce pseudocode-là? Exactement. La conversion, la mesure, exactement. Il est un peu plus complexe, ce programme ici, hein. Dans le pseudocode, on voit bien quand même qu'on a le choix, hein. On peut faire une conversion de mètre à centimètre ou de centimètre à mètre. Donc, on est en train de voir que un code peut être flexible. C'est pas juste une chose qu'on peut faire avec du code. On peut avoir des choix. Donc, c'est très bien. Conversion des unités de longueur. Oui, de mesure de longueur, exactement. Euh, on pourrait imaginer que ça pourrait être un petit pseudocode, mais qui pourrait être encore plus gros pour qu'on puisse convertir entre différentes, pas juste des unités de longueur, mais peut-être des unités de capacité ou etc. Donc, vous voyez que c'est écrit en langue qu'on peut comprendre. Euh, il y a aussi répéter. Vous voyez, il y a un alinéa ici, il y a un espace. Donc, quand je dis répéter, appuyer, clé est égal à A ou B, on a deux instructions qui sont un peu poussées pour dire que c'est là où je vais répéter tout ce qui se passe entre ça. OK? Puis là, enregistrer l'utilisateur comme appui-clé. Donc là, on a appui-clé est égal à quelque chose, soit A ou B. Puis si c'est A, ben on fait ça. Sinon, ben on fait le deuxième, puis ensuite le programme est terminé. Donc, on voit que, puis le si, là, encore on voit des alinéas ici pour voir ça, c'est qu'est-ce qui est exécuté quand appui-clé est égal à A. Sinon, le restant est là. Ça, c'est des séries, des sous-séries là, qui sont comme genre tout exécuté, genre dans un ordre avant de faire le sinon. D'accord? Donc, ça se complexe, ça se complexe. Et là, on arrive en neuvième année où tout d'un coup, on utilise beaucoup des sous-programmes aussi en neuvième année. Et puis, on a donc programme principal, un peu comme je vous ai dit tantôt pour la sandwich. Ben, ici, on peut exécuter, tracer la relation. Donc, on a la valeur initiale, le taux de variation, le total de points qu'on veut mettre, puis ensuite exécuter, tracer la relation. On change, puis on trace l'autre relation, puis là, on a un programme ici qui va tracer la relation de la valeur initiale, le taux de variation, puis le numéro total de points qu'on veut. Donc, on a aussi, même en sixième année, on a ici ce qu'on appelle un organigramme. Fait que, à gauche, on voit un pseudocode. Et moi, je dirais que l'organigramme fait partie de la famille des pseudocodes aussi. C'est une espèce d'algorithme visuel, hein, pour ceux qui sont ingénieurs ou vous allez souvent voir ça. On a des questions qui sont en mode avec des losanges comme ça. Ensuite, on a des sorties qui sont dans une autre forme et puis on peut voir le flow des décisions. Donc, il y en a qui préfèrent l'organigramme comme pour faire un pseudocode. Il y en a qui l'aiment sous forme de points. Pour moi, c'est les deux, ça fonctionne semblable. Moi, j'aime ça parce que c'est très organisé. C'est très organisé. Puis quand j'arrive à une question, j'ai oui ou non.
Fait que, est-ce que c'est un carré parfait? Oui, ben, j'ai fini. Sinon, qu'est-ce que je fais? Ben, je sortis le carré parfait, compteur plus un, nombre de termes. Ensuite, je recommence et je répète. Est-ce que c'est... Et je répète jusqu'à temps que c'est oui, puis je vois que je peux sortir. C'est un visuel pour moi qui fonctionne très bien comme pseudocode aussi. OK, c'est quand même un peu tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. D'abord, il y a un guide de codage dans le GEM, donc à vue d'œil qui a été développé dans le guide d'enseignement efficace de mathématiques à vue d'œil qui est en ligne maintenant. Il y a un guide de codage qui a été produit pour la première à la huitième année, mais ça inclut aussi des concepts de neuvième année qui sont très bons aussi. Fait que je vous donne ce lien-là aussi. Et puis, mais pour moi, c'est ça, cette citation-là qui m'a vraiment euh, concrétisé un peu c'est quoi le pseudocode. Ce que j'adore, c'est que on n'a pas nécessairement besoin de se rendre jusqu'au codage. On peut utiliser le pseudocode pour se servir comme des preuves d'apprentissage. Puis ça peut mener à coder la pensée computationnelle sans même faire du codage dans un logiciel. Mais c'est donc quelque chose qu'on peut utiliser si les élèves ne sont pas adaptés ou il y en a qui ont encore de la misère peut-être à codage ou peut-être même comme enseignant aussi. On peut se fier juste sur le pseudocode, avoir cette conversation-là, puis même je miserais là-dessus avec les élèves pour décomposer des étapes en mathématiques en codage comme ça, avant même de coder. Parce que c'est comme, pour moi, coder, c'est comme produire le final. Il y a une étape entre le pseudocode et le codage qui est comme bizarre des fois. Mais ça va dépendre. Par exemple, dans Scratch, il y a comme différentes façons. Il y a des boucles qui sont différentes. Moi, je voudrais faire répéter trois fois. Est-ce qu'il y a une boucle qui s'appelle répéter trois fois dans Scratch? Peut-être pas dans un autre langage. En Python, c'est un peu différent. Donc, faut juste s'adapter au codage de notre pseudocode au codage. Mais bref, on évalue la compréhension conceptuelle du code exactement. C'est là la force de ça. Fait que en tout cas, moi, je prendrais beaucoup de temps dans le pseudocode pour voir qu'est-ce qui se passe, l'évaluer. Puis on peut même évaluer juste ça. Le bonus, c'est de se rendre dans un codage, puis de le faire, puis le décomposer. Mais c'est ça la beauté du codage, c'est le pseudocode. C'est cette conversation-là qu'on doit avoir au début. Donc, euh, écrire des pseudocodes pour une tâche mathématique simple pour différents niveaux scolaires. On aurait pu faire ça. Quelle heure qui est? 1h, 11h24. Je vais peut-être avancer. On va peut-être revenir à ça si. Ben, peut-être que vous aviez quelque chose comme ça. Écrire des pseudocodes pour une tâche mathématique simple pour différents niveaux. Comparer et discuter les différences entre le pseudocode et les différents niveaux. Fait que, est-ce que vous êtes curieux de savoir peut-être, est-ce que vous donnez 5 minutes pour essayer de penser à une tâche mathématique puis comment l'écrire en pseudocode? Peut-être quelque chose de très simple ou est-ce qu'on avance? Fait que, regarde, on a un choix. Un, on avance. Deux, on essaie cette activité-là. Dans la boîte du chat, faites soit un ou deux. Un, on avance, puis deux, on fait l'activité. OK, on avance. Excellent. Oh, deux, on a trois, un, puis un, deux. Bon, ben, on avance, mais c'est correct. Je vais vous montrer des exemples, peut-être, OK, de ces activités-là à la place. Donc, par exemple, en première année, on pourrait effectuer un déplacement de la maison au poste de police. OK? Et donc, ça ici, c'est beaucoup de déplacements en première année quand on parle de déplacement. So, regardez ça, regardez le pseudocode, posez-vous la question, est-ce que le pseudocode est bien répondu? Est-ce que ça fonctionne? Vérifiez s'il n'y a pas une erreur là-dedans, peut-être. Imaginez si l'élève aurait produit ce pseudocode-là, vous autres êtes en train de l'évaluer, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on part de la maison. On parle de la maison à gauche, là, de la maison jaune, là, ici. OK. Condition de départ est égale à vrai. OK, on y va. Déplacer de 5 pas. OK.
1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, direction est égale à bas. Déplacer de 2. Il semble avoir des erreurs, right? C'est avec le B-Boot, oui, on pourrait le faire avec ça. On pourrait le faire avec n'importe quel petit robot qui a du déplaçage comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais essentiellement, oui, on peut faire cette activité-là. Le codage peut se faire avec les petits robots après, mais je ferai toute cette étape ici avant, de manière en conversation puis en équipe avant même de programmer. OK, on passe au prochain. Celui-ci, c'est intéressant. Donc, ici, développer un modèle rectangulaire de la multiplication de 3 fois 6. Comment est-ce qu'on va faire ça? Voici ici, donc, se déplacer en bas à gauche. Ça, ici, je pense souvent à Scratch, qui a comme un petit bonhomme qui se promène, là, puis tu peux le baisser. Ça fait que ton bonhomme peut être une pomme, puis tu peux le placer sur la grille, right? Donc en bas à gauche. Puis quand je dis en bas à gauche, c'est parce que je ne sais pas trop les détails, parce que comme par exemple en Scratch, je pense que c'est comme moins 240, puis moins 180, là, le bas à gauche. Ça dépend des langages de programmation. Donc, c'est pour ça qu'on démystifie, on enlève tout ça. Tout ce qu'on dit, c'est en bas à gauche. Donc, dans n'importe quel système de programmation qu'on va avoir, ça va être comme ça. Là, on veut répéter 3 fois. OK, vous voyez des alinéas. Ensuite, on va répéter 6 fois. OK, c'est comme 3 fois puis 6 fois. Dessine un jeton. Ça veut dire donc la première pomme va être dessinée, puis on avance vers la droite. Ensuite, je répète ça 6 fois. Dessine un jeton, j'avance vers la droite, dessine un jeton, j'avance vers la droite, et je fais ça 6 fois. Ensuite, se déplacer au début de la première rangée, la prochaine rangée. Boum! Là, on fait ça. On est rendu à la deuxième fois pour répéter 3 fois. On le fait 6. Et tout d'un coup, on a un modèle rectangulaire. Puis on peut voir que 3 fois 6, c'est vraiment juste 6 plus 6 plus 6, 3 fois. Encore là, le concept mathématique ressort dans notre pseudocode ici. OK? Là, j'ai un exemple en 6e année, par exemple, arrondir des nombres décimaux au 10e près. OK, il faut faire ça en 6e année. Donc ici, je vais lire le. Ça, c'est un algorithme que j'ai décidé de faire en pseudocode pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une limite, par exemple, puis je vous laisse le lire, puis je veux voir comme quelle serait la limite ici dans ce programme-là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans qui pourrait dire, ben là, c'est parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce programme-là? Je vous laisse le lire. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la boîte du chat ou même leur micro pour expliquer peut-être comment ça fonctionne, ça me ferait plaisir aussi. Tu demandes-tu de trouver s'il y a un problème avec l'algorithme? Oui, on pourra voir s'il y a un problème dans l'algorithme, certain. Ou Ben, il y a le peut-être une chiffre, limite aussi. So, voici, ben, Jacqueline. ouais, si le chiffre des dixièmes est égal à 10, comme ça, je trouve ça un peu étrange. Ouais. Oui, donc si le chiffre des dixièmes est supérieur ou égal à 5, OK, ça va, on ajoute un chiffre au dixième. Ici, c'est comme si, OK, on est rendu à. Si le dixième était 9, puis on ajoute un chiffre à ce dixième-là, donc à 9, ça donnerait 10. Là, tout d'un coup, on a un nombre, on n'a pas juste un chiffre, right? Fait que là, c'est ça, il faudrait peut-être changer le pseudocode pour voir qu'est-ce qui se passe, mais il faut comme, qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse le 10 comme. Alors, il faut avoir quelque chose qui va attraper ça.
pour dire, hey, tant de secondes, ça, on peut pas écrire 10 dans la position des dixièmes. Donc, qu'est-ce qui arrive si on arrive à 10? Ben là, il faut mettre 0 à des dixièmes, puis ajouter 1 au chiffre des unités. Wow! Vous voyez comment ça, c'est des étapes qu'on fait automatiquement, quasiment, quand on enseigne ou quand on fait de la euh, arrondir. Mais c'est comme, ah oui, c'est vrai, il faut juste que tu fasses plus un, plus un, plus un. OK, oui, mais comment est-ce qu'on fait ça en codage? Qu'est-ce que ça a de l'air? Donc, ça, c'est pour attraper ce cas-là, justement. Fait que c'est weird parce que on veut pas que ça devienne 10 dixièmes, là. Il faut que ça soit un zéro, puis on s'en va dans l'autre à gauche dans les unités. Mais là, on pourrait dire, OK, qu'est-ce qui arrive si j'ajoute un chiffre à des unités? En sixième année, on s'arrête là. C'est des unités à un chiffre. Mais plus tard, on va avoir des unités comme à 2, 3, 4 chiffres. Donc là, il faut quasiment se rendre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'unités. Il faudrait avoir une boucle. Si vous regardez comme en huitième, peut-être même neuvième année, ça serait plus riche ici. Qu'est-ce qui arrive s'il y a comme pas plus qu'un chiffre dans les unités? Peut-être qu'il y en a deux. Il faut toujours vérifier si on arrive à 10 pour qu'on puisse changer de cran. Donc, c'est intéressant d'avoir cette discussion-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si jamais ce si-là, il n'est pas là, on peut voir qu'est-ce que le programme va faire. Puis d'un coup, ça sort des choses bizarres. Puis on est comme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on peut travailler sur notre pseudocode aussi pour déboguer le programme après, puis rajouter quelque chose dans le pseudocode, puis ensuite voir comment ça se transfère dans le codage comme tel. Ici, deuxième ligne, identifier le chiffre des centièmes. Oui, donc ici, ça serait d'aller chercher, mettons, on a des centièmes, puis on veut arrondir au dixième près. Donc, on prend identifier, c'est-à-dire détermine c'est quoi le chiffre qu'il y a au dixième. Donc, dans le pseudocode, c'est juste pouvoir, OK, voici ton nombre décimal, identifier le dixième, le chiffre dans la position des dixièmes. Puis là, c'est d'aller chercher ça. Mettons, c'est 8. Mais là, si le chiffre des dixièmes, OK, ça doit être centième. Oui, 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 tu as tout à fait raison. C'était centième qu'on voulait mettre là, pas dixième. Tout à fait. Merci, Eric. Excellent. Fait que, tu vois, on peut aussi déboguer comme ça avant même de coder, puis ça peut nous aider. Excellent. Belle trouvaille. OK, voici un pseudocode ici, puis un logigramme. Et moi, ce que j'aime dans celui-là, c'est de voir la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qui est identique, puis qu'est-ce qui est différent entre le pseudocode et le logigramme? Juste pour voir, donc, allez essayer de voir ce qui se passe entre ces deux-là. Ça, c'est une tâche en passant qui est dans les appuis pédagogiques du cours de 9e année aussi. Donc, je vous laisse lire les deux, puis essayer de voir qu'est-ce qui est identique, puis qu'est-ce qui est différent. Oui, Farouz, on déclare le volume dans le pseudocode initialisé à 0. Oui, exactement. Ici, on ne l'a pas dans le logigramme. Ça, c'est une différence. Est-ce qu'on devrait peut-être l'ajouter? Oui. Il y a plus d'étapes au pseudocode que les étapes, mais elles ne sont pas toutes dans le même ordre. Ça, c'est vrai aussi. On demande le rayon, la hauteur avant le rayon dans le pseudocode à gauche. Oui. Et là, si je vous posais la question, quelle est la différence du concept mathématique dans tout ça?
aussi. Ceux qui n'enseignent pas de 9e année, il y a un contenu d'apprentissage qui parle de la relation entre le volume d'un cylindre de la même hauteur et du même rayon et le volume du cône ayant la même hauteur et le même rayon. Ouais, comment arriver à l'espace vide, right? L'espace vide, on le calcule dans l'organigramme comme 2 tiers fois le volume du cylindre. Ça, c'est le résultat. Puis ici, à gauche, on le décortique encore un peu plus dans le pseudocode. Donc, on fait le volume du cône, c'est le volume du cylindre divisé par 3, puis ensuite, on soustrait le volume du cylindre du volume du cône. Donc, deux algorithmes qui arrivent à la même réponse, mais qui sont faits différemment. Puis on peut avoir cette conversation entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué aussi à droite, on a une estimation de pi, on sait juste 3,14. À gauche, c'est pi directement. Il y a ça aussi qui est différent. Il y a une nomenclature qui est bizarre aussi pour ceux qui ont vu le petit chapeau ici, là, si vous voulez, l'accent circonflexe, qui représente rayon au carré. Donc, c'est une façon de l'écrire en texte tapé. Mais c'est ça, on arrive comme ça. Donc, plusieurs façons de pouvoir avoir des conversations avant même de coder. Puis ce que j'aime, c'est qu'on focus sur la mathématique, c'est le concept mathématique qu'on est en train de décoder en étape computationnelle. C'est ça qui est l'important et le pseudocode nous permet de faire ça directement. Ici, donc, le codage, pour moi, ça devient d'abord un outil de représentation et de résolution de problèmes mathématiques. Et c'est pas faut pas enseigner que le codage puis l'évaluer que le codage. En fait, on va évaluer la résolution des problèmes mathématiques par le codage. Right? Donc, faut faire attention à ça dans tout ça. Puis pour moi, le pseudocode vient nous aider à faire ça. Donc, il y a plusieurs liens quand même, comme on l'a décortiqué un peu, là. Développement de la pensée computationnelle, elle se fait beaucoup avec le pseudocode parce que ça génère une conversation. Fait que c'est un outil clé pour développer la pensée computationnelle chez les élèves. La pensée computationnelle implique la capacité de décomposer des problèmes complexes en étapes plus simples, de reconnaître des motifs, de créer des algorithmes, puis d'abstraire les informations essentielles. Plutôt que d'enseigner un algorithme pour dire, regarde, qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie, euh, on va essayer de le découvrir ensemble, puis par l'entremise du pseudocode. Puis les activités de la pensée computationnelle montrent comment le pseudocode peut aider à résoudre des problèmes mathématiques de manière claire, structurée. Puis la compréhension conceptuelle est rehaussée par le pseudocode. Puis, intéressant, le pseudocode est aussi une approche intéressante pour débugger, soit la détection ou la correction d'erreurs dans un code. Puis j'en ai mis des erreurs par exprès pour pouvoir faire hey, 30 secondes, ça ne marcherait pas parce que. Fait qu'en rédigeant un pseudocode puis en le comparant avec le code non fonctionnel, l'élève peut souvent trouver des endroits où une erreur s'est insérée, puis dire, ah, c'est pas ça que je voulais dire, ça s'est traduit de même dans le code. OK, on retourne. Souvent, on retourne à notre brouillon quand on écrit quelque chose, hein, puis on se dit, OK, c'est pas ça que je voulais dire, puis on retravaille. C'est ce travail-là qui est vraiment important. Donc, par exemple, résoudre un problème mathématique en utilisant le pseudocode, on compare une solution avec une solution en codage, l'utilisation d'un langage de programmation, par exemple. Voici la situation. Calculer la somme des nombres pairs de 0 jusqu'à 100. Ici, je parle peut-être plus de 9e année, mais un peu avant aussi. On pourrait faire ça, mais il y a une attente en 9e année qui parle des ensembles de nombres et puis de densité, puis tout ça. Puis on veut savoir combien de nombres pairs il y aurait de 0 jusqu'à 100. Imaginez un pseudocode dans votre tête. Peut-être écrivez-le si vous êtes capable. Je vous donne à peu près 2 minutes là, juste pour y penser, de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, un pseudocode qui calcule la somme des nombres pairs de 0 jusqu'à 100.
Oui, Nicolas, pour moi, ça c'est excellent. Ben, souvent, on va avoir des élèves qui vont produire ça, exactement. Trouver tous les nombres pairs entre 0 et 100, puis ensuite additionner tous les numéros trouvés. Et là, je reviens à notre affaire de sandwich, puis la beurre, le beurre, puis le couteau, puis tout ça. Euh, Comment on trouve les nombres pairs entre 0 et 100? Il y a comme peut-être quelque chose qu'il faudrait explorer dans tout ça aussi, right? OK, donc Annie a une solution. Regarde, si on ajoute 2, puis on part à 0, puis on ajoute 2 à chaque fois. Oh, OK, cool. Et là, commencer à 0, puis on ajoute 2 à chaque fois. Hey, même chose, Cathy a la même idée à la valeur qu'on débute. Ouais, cool. Y a-t-il une autre façon de vérifier des nombres? Peut-être c'est pas ajouté, peut-être est-ce qu'il y a une autre façon algorithmique de le faire, euh, de vérifier qu'un nombre est pair, puis on l'additionne. Euh, Puis imaginez si on complexifie tout ça, si on partait de, je sais pas moi, 203 à 452. Tu sais, comment est-ce que est-ce que notre algorithme, notre pseudocode, est-ce qu'il fonctionnerait encore? Déclarer le nombre, déclarer la somme, le nombre est égal à 0, y ajouter un à nombre jusqu'à 100. Si le nombre est pair, ajouter une somme. Cool. Puis là, on a comme, OK, on commence à avoir cette conversation-là. Puis, OK, pourquoi ça, c'est clair, ça? Et là, on peut dire, si le nombre est pair, comment est-ce qu'on vérifie si un nombre est pair? Et donc, vous voyez les conversations qu'on va avoir juste à faire un petit pseudocode comme celui-là. Alors, j'avance pour voir. Donc, pour moi, ça serait de créer le pseudocode, transcrire le pseudocode dans Scratch, par exemple, exécuter, vérifier la solution, puis comparer les deux méthodes, voir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai décidé de faire un peu comme Farouz ici. Rita, je vais juste lire ton commentaire. On peut parler du pseudocode aussi dans un problème géométrique. Oui, tout à fait, dans lequel on doit décoder. Oui, 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 oui. Par exemple, déterminer l'aire de la surface d'un parallélogramme ou d'un losange ou quelque chose comme ça, puis dire qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, on peut diviser en carré, puis ensuite, exactement. Donc, c'est super, on peut faire ça. Oui, oui, oui. Si le nombre se termine avec 0, 2, 4, 6, 8, additionner les ensembles. Oh, Nicolas, il trouve. Là, on pourra avoir une discussion. C'est-tu vrai? C'est-tu toujours vrai, ça? Est-ce qu'on peut faire ça ou non? Voici mon pseudocode simple ici, initialiser la somme à 0. Pour chaque nombre de 1 à 100, si le nombre est pair, ajouter le nombre. Encore là, je n'ai pas dit comment le nombre serait pair ou non. Ensuite, on écrit la somme totale. OK, ça c'est mon pseudocode, par exemple. Et voici mon code. Ça, c'est un code en Scratch. Ça qui est quand même semblable. Donc, j'initialise, si je retourne avant, ici, initialiser la somme à 0. Fait que j'ai mis la somme à 0, j'ai mis mon nombre à 1. Je répète de nombre de 1 jusqu'à 100. J'ajoute la somme à nombre. Oups, non, j'ajoute. Ça c'est. Oui, c'est ça. Euh, J'ajoute nombre à somme. Ensuite, j'ajoute ça. Puis il y a peut-être une erreur dans mon codage aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime le pseudocode vient nous comme démystifier qu'est-ce qui se passe avec si le nombre est pair. OK, est-ce qu'il y a si. Y a-t-il un si là-dedans? Non, je suis juste en train d'additionner 1 à 0. Il y a quelque chose qui se passe. Là, le nombre est égal à 100. Qu'est-ce qui se passe? Ou répéter jusqu'à ce qu'un nombre soit plus grand que 100. Donc, comme ça, il va arrêter à 100. Donc, il y a plein de subtilités dans le codage qui est intéressant à résoudre. Mais pour moi, la conversation est beaucoup plus axée quand on travaille le pseudocode sur le concept mathématique ici. Right? Puis ici, il y a plein de choses qui se passent dans le. OK, j'ai oublié de vérifier si le nombre est pair ou non. Comment on pourrait faire ça? Puis il y a plein de petites erreurs. Puis là, il y a OK, le plus grand que, comme ça, Nicolas dit, il ne faudrait pas que ça soit égal à 100, répéter jusqu'à ce que ça soit 100, ou qu'est-ce qui se passe? Puis il y a toutes des choses de codage qui sont subtiles ici, mais qu'on pourrait essayer. Mais évidemment, il y a des choses qui se passent. Pour moi, c'est là où analyser ça, c'est une autre étape que d'analyser le pseudocode.
Euh, donc, en tout cas, j'espère que ça vous aide à comme voir toutes les différentes choses. Ça fonctionne parce que le nombre est mis à 1 au début, oui, c'est vrai. On peut multiplier par 2, oui, on pourrait aussi, exactement. Et vous voyez, donc, il y a plusieurs, si on divise par 2, il y a plusieurs façons de le faire. Puis c'est ça qui est le fun dans tout ça. Fait qu'on peut avoir différents algorithmes, différents pseudocodes, puis on peut avoir cette discussion-là. Puis moi, je peux évaluer ce pseudocode-là aussi pour voir s'il y a quelqu'un si un élève a compris. C'est intéressant de faire la comparaison, oui, Roxane, oui, parce que c'est comme ça, c'est complexe, parce qu'il y a des choses, codage qui viennent voler la mathématique derrière le code, si vous voulez. Il y a de la maths très riche là-dedans, mais il y a des étapes computationnelles qui sont propres à Scratch ou Python ou à n'importe quel, qui viennent comme genre, ah, c'est vrai, tu peux pas faire ça, faut que tu fasses ça, faut n'oublie pas de faire ça. Comme il y a des choses qui viennent créer une embûche dans tout ça. En tout cas, il y a plein de liens. Je vous ai déjà donné le lien de la présentation. Fait que vous avez ces liens ici, le guide vers le codage ici. Je mentionne encore, on l'a mentionné, le travail avec Ontario Math.support, qui était un travail entre AFEMO et OAMI, le côté anglophone des choses. Puis ils ont un supplément de codage qui est très, très, très riche. Je vous donne Scratch, vous connaissez code.org. Vous avez tous vos logiciels et vos robots, vos choses comme ça. Pour moi, ça, c'est comme à côté, mais au moins, ce que j'aime dans Ontario Math.support, il y a toujours du pseudocode qui vient avec le codage. Donc, miser sur le pseudocode, c'est ce qui fait la conversation plus riche dans vos salles de classe. Bon, on finit un peu de bonheur, mais je vous finis avec cette citation-là. Je vous laisse la lire. Avec cette citation-là, il reste du temps pour des questions ou des commentaires, si vous voulez qu'on creuse un peu plus loin. Merci, Rita. Sinon, je vais vous mettre le formulaire de rétroaction tout de suite. Puis, par la suite, je vais aussi mettre ma présentation. Puis, pour ceux qui sont rentrés plus tard, je vais aussi mettre le formulaire de présence. D'accord? Je vais mettre les deux. Je pense que je peux mettre les deux. Ouais. So, il y a la présentation là, puis le formulaire de présence aussi. So, rétroaction, puis c'est ça. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, allons-nous avoir l'accès à l'enregistrement? Je crois que oui. Donc, c'est pour ça qu'on l'enregistre. Je crois que c'est sur le site encore du Centre Franco. Elles seront là, toutes les choses. Ouais. Donc maintenant, si on retourne à notre première question, c'est quoi votre histoire avec le pseudocode? Si vous étiez à mettre un nombre au début puis à la fin, vous mettrez deux chiffres comme 1 à 10, mettons. Le premier, c'est le matin, comme avant, quand je suis rentré ce matin, comme j'étais à 0 peut-être en pseudocode, je ne connaissais pas ça. Puis là, je suis rendu à 10. Donnez-moi votre premier puis votre dernier nombre dans votre 1, 5. Wow, ça, c'est quand même beaucoup, ça, Stéphanie. OK. Sur 10, là, quand même. Ça me fait plaisir, Marie-Michel. Donc, dans la boîte là, du chat, là, au début de la journée, puis là, à la fin de l'atelier, vous êtes rendu où entre 1 et 10? 0,4, cool. C'est un genre de codage hors ligne, mais plus complexe. Ouais, oui, mais qui permet de vraiment parler à tout ça. Oh, je vois le 5 à 10. Excellent, cool. Un 7, wow, quand même. 0,4, c'est la pratique qui aidera. Oui, définitivement. C'est pas facile de penser computationnellement comme ça, mais c'est une belle étape. 0 à 8 quand même. OK, wow, il y a des beaux succès, gang. Ben, tout le monde a augmenté, ce qui est bien. Fait que je suis bien content avec ça.
Fait que ben, je vous remercie énormément. Je vous donne 9 minutes de plus à votre journée. Puis j'imagine que vous avez d'autres ateliers aussi qui se passent dans tout ça, là. Merci, merci à tous. Jules, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. Oui. Je me permets un petit commentaire. Désolée pour le temps que ça m'a pris de réagir. Par rapport au slide que tu avais montré avec le fameux chiffre des dixièmes qui devait être chiffre des centièmes, Oui, je me demande juste si c'est pas un petit peu s'il ne faudrait pas changer en fait la formulation, parce que 3 peut être un nombre aussi. Ça dépend s'il est pris comme quelque chose à compter. Je pense qu'on fait souvent une erreur en pensant que 3 est toujours un chiffre. Mais 3 peut être un nombre, en fait, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Un chiffre, c'est juste une lettre qui est prise comme ça en dehors. Et donc, je oui, pense que la formulation pourrait être ajustée. Après, je pense que pour les élèves, ils n'y verront que du feu. Mais nous, en tant qu'adultes, c'est vrai que parfois, on se mélange sur l'usage de chiffres et de nombres et de quantités. Et qu'on pourrait parler oui. de la... Enfin, quel est... Ah ouais, voilà. Donc, c'est la formulation, en tout cas pour moi, en tant qu'adulte qui aime bien les maths, me mêlait beaucoup. Mais je pense que pour les élèves, ça les mêlerait beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses que nous. Mais peut-être se rappeler que 9 peut être un nombre aussi. Je pense que c'est important. Ça dépend si on veut calculer dessus ou c'est juste un symbole qu'on met dans un nombre écrit plus grand ou des choses comme ça. Pleinement d'accord avec toi, Charlotte. Et ce qui se passe dans tout ça, c'est qu'en faisant le pseudocode comme ça, tous les élèves vont avoir interprété, vont dire non, vont dire chiffre. Et tout d'un coup, on peut faire, hey, on fait une pause, gang, on va avoir une conversation. C'est quoi un nombre? C'est quoi un chiffre? Puis est-ce qu'un chiffre peut être un nombre, mais un nombre, c'est pas un chiffre? Toutes ces choses-là deviennent Je suis super d'accord avec toi, c'est intéressantes une comme chose de conversation. discussion qui est super riche. Absolument. Absolument, Oui. absolument. Merci beaucoup. Puis, ouais, ça fait plaisir. Puis si on avait comme plongé dans le codage, je pense pas que cette conversation-là aurait vraiment sorti, vraiment réellement. Tu sais, je veux dire? Oui, non, Donc, on aurait été trop vite. On serait passé à côté de cette richesse-là. oui, Absolument. tout à fait, Merci en tout à tout cas fait. pour ce bel enrichissement. Bonne journée. Excellent. Merci, Charlotte, pour ce point. Et je vois que le webinaire, vous ont mis le formulaire de rétroaction. Merci de remplir ça aussi. C'est toujours apprécié pour qu'on puisse améliorer les services. D'autres questions, commentaires? Il me reste quand même 5 minutes. Moi, je peux rester ici, là, puis je peux en parler pendant longtemps. Je vous fais venir aussi, je vous fais avancer juste pour vous dire que la FEMO est toujours là aussi pour vous. Il y a un groupe Facebook, Instagram, un site web intéressant et je remercie aussi l'Institut d'été et le Centre Franco pour m'avoir donné cette chance ici de vous jaser aujourd'hui. Ah, Alors écoute, ouais. oui, alors écoute, Jules, je te dis merci pour cette formation aujourd'hui. Tout le monde, ben, je vais arrêter l'enregistrement à Oui. l'instant. Donc voilà, c'est l'enregistrement.